Alors bonsoir, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Effectivement, Sylvie m'avait proposé ce qui a été quand même un défi et j'ai dit tout simplement, ben oui, il y a quelque chose qui m'interroge, le transfert chez Jung. Et donc nous voilà embarqués avec plusieurs rencontres avec Claire-Marie, avec Lionel. Et voilà, donc c'est ça l'origine de cette conférence. Je dois remercier Reine-Marie Albou parce que elle a relu, elle m'a dit bon voilà, le travail est sérieux, il faudra essayer d'être concret. Alors voilà, donc c'est toujours un défi. Alors je voudrais démarrer quand même par un petit clin d'œil parce que le transfert, c'est un thème hautement psychanalytique, hein, c'est une vache sacrée ou un sacré monument. Je ne suis pas psychanalyste, hein, donc je vois les choses un petit peu différemment et je les comprends du bout de ma lorgnette. Donc peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui ont une autre vision sur le transfert d'une manière générale, peut-être même une autre vision sur le transfert chez Jung, et d'autres qui pratiquent en coaching l'analyse du transfert. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors, l'objectif de la conférence, je me dis qu'à la fin de la soirée, si on peut répondre à quelques questions simples en coaching, est-ce qu'il y a du transfert? Oui, non. Si oui, finalement, sous quelle forme? S'il y a du transfert, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'analyse? Comment je l'utilise pendant la séance? Et comment je vois ça avec mon superviseur? Je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse à tout ça, hein, mais je pense qu'en tout cas, ce sont les questions qui m'ont orientée. Alors, nous allons partager un moment, je dirais, théorico-pratique. Théorico, puisque je vais vous passer des transparents, vous verrez qu'il y a beaucoup d'écriture et j'ai collé au plus près des textes de Jung parce que le phénomène du transfert, c'est déjà quelque chose d'extrêmement complexe. Écrire sur le phénomène du transfert, donc ça nécessite un certain nombre de précautions. Alors après ça, si c'est pour discuter sur des éléments écrits de quelque chose de compliqué, je préfère quand même afficher le texte et vous donner les références. Dans un deuxième temps, nous aurons environ une demi-heure d'échange, mais peut-être en mini-groupe, pour qu'en mini-groupe, je donnerai non pas des devoirs de vacances, encore que les vacances approchent bientôt, mais des questions, parce que vous, en tant que praticien, finalement, pour se mettre en mouvement et pour réfléchir, en écho à la conférence, finalement, où sont vos pratiques, pour qu'on puisse ensuite échanger sur vos pratiques et pas tellement sur mon langage. Alors, le cœur de mon intervention, c'est le transfert. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'y passe? Et comment ça se manifeste? Alors, le conducteur, c'est évidemment le fil rouge, c'est un fil rouge jungien. Je le vois en 3 points. Pour Jung, premier point, la vie se développe bien pour un homme, pour une femme, quand la personne trouve comment son conscient et son inconscient peuvent dialoguer. Et c'est ce dialogue entre le conscient et l'inconscient qui va faire que la personne elle-même va se transformer. Alors ça c'est le premier point, donc l'inconscient c'est de l'énergie et c'est un processus pour Jung. Jung, par rapport à ce dialogue entre le moi et l'inconscient, pendant toute sa carrière, et il a écrit pendant presque 60 ans, a défini et a mis en place une méthode, ce qu'on appelle la psychologie analytique, avec un étayage théorique et des recherches, basées sur sa pratique et son expérience de médecin, puisqu'il était médecin psychiatre. Deuxième point de ce fil rouge jungien, Jung, c'est un psychologue de l'inconscient. Ça ne suffit pas de dire que c'est un psychanalyste, c'est un psychologue de l'inconscient. C'est pour ça qu'il appelle sa matière la psychologie analytique. Alors, en soi, faire la différence entre les deux, je vous dis tout de suite, à mon avis, ça fait une autre conférence. Alors, c'est un psychologue de l'inconscient. Pour Jung, il y a un inconscient individuel, un inconscient collectif. Et l'inconscient individuel, mais aussi l'inconscient collectif, se manifeste dans la vie des personnes elles-mêmes. L'inconscient collectif, il n'est pas suspendu
en l'air comme un cloud. L'inconscient collectif, qu'est-ce qu'il y a dedans? Toute l'histoire de l'humanité. Tout un réservoir, dans lequel il y a notamment les archétypes. Et les archétypes sont des grandes figures de référence, sont des incontournables qui prennent des formes et qui s'expriment différemment en fonction des époques. Et en fonction des cultures, en fonction des zones géographiques, en fonction des modes de vie des personnes. Alors, comme forme d'archétype, on a par exemple le héros, la grande-mère, Dieu, tout ça c'est des archétypes. Alors, dans cette psychologie de l'inconscient, et on arrive au transfert, quand on regarde comment fonctionne la psychologie de l'inconscient, eh bien, il y a le transfert, et Jung étudie la psychologie du transfert. C'est l'objet d'ailleurs d'un de ses livres qu'on va examiner ensemble. Et comment est-ce qu'il examine la psychologie du transfert, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la psychologie au moment du transfert? Il l'explique à partir de l'alchimie. Et il n'a découvert l'alchimie qu'assez tardivement dans sa vie. Et il explique à partir des figures alchimiques. On le verra tout à l'heure. Alors bien sûr, on peut ne pas être jungien. À la FTP quand même, on a tendance à se poser des questions sur Jung. Mais aujourd'hui, on peut être coach, sans être jungien évidemment. On peut être coach sans mobiliser l'inconscient. On peut même croire d'ailleurs qu'il n'y a pas d'inconscient. On peut même croire qu'il n'y a pas de transfert. Donc le cadre de cette conférence, c'est on va examiner qu'est-ce que l'inconscient nous apporte, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça veut dire le transfert, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, j'ai prévu un exposé en 4 temps. Première partie, quelques définitions pour situer la conception et la pratique de Jung. Donc je vais reprendre quelques autres psychanalystes historiques, notamment Freud. Ensuite, nous allons regarder et écouter, par ma voix, parce que les films sont trop longs, des transferts qui ont été analysés par Jung. Donc il va nous dire ce qu'il a vécu et comment il analyse cela. Ensuite, nous allons voir la dynamique archétypique du transfert selon Jung. Alors là, on est en pleine alchimie. Et ensuite, on pourra dire quelques mots sur le contre-transfert par Harold Searle. Ce sera essentiellement des éléments de bibliographie. Harold Searle est un psychanalyste qui vient de mourir, américain, et qui n'est pas jungien, mais qui s'est spécialisé et qui a beaucoup écrit sur le contre-transfert chez le psychanalyste qui soigne des patients psychotiques. Nous garderons environ une demi-heure pour essayer de faire un partage de nos expériences professionnelles de coach. Alors, la notion de transfert, premier temps. Le phénomène de transfert, c'est au cœur de la pratique psychanalytique. Alors, dans le transfert, qu'est-ce qu'il y a? Et là, tous les psychanalystes sont d'accord. C'est une matière psychique, vivante, émouvante, donc qui bouge, qui est à l'œuvre dans le transfert et qui s'active notamment dans l'espace analytique. Alors, vous avez dit transfert. Alors, je vous conseille, j'ai apporté quelques livres, hein. Je vous conseille ce petit livre très bien fait de Saverio Tomasella, Le transfert, pour qui me prenez-vous? C'est un psychanalyste qui n'est pas jungien, mais qui pose bien un certain nombre d'éléments pédagogiques. Alors, tous les psychanalystes sont d'accord sur un certain nombre de points dans le transfert. Le transfert, c'est une expérience vécue à deux. C'est une expérience. Et par ailleurs, c'est un sujet d'émerveillement. Alors, je vous invite à aller sur YouTube, écouter un interview de Jacques Lacan, qui s'appelle « Le transfert dans l'expérience analytique ». Je vous en lis quelques lignes. Le transfert, j'en ai l'expérience. Même pour les analystes les plus chargés d'expérience, comme il l'était, c'est toujours une surprise nouvelle. Pour moi aussi, c'est un sujet d'émerveillement. Chacun est situé face à cette manifestation si sensible et si étonnante à voir. On est vraiment dans l'ordre du sensible et de l'expérience. Elle est marquée d'un certain nombre d'artifices, mais le transfert n'est pas un artifice.
Quand on demandait, en 1907 notamment, quand Freud demandait à Jung, puisque à cette époque-là, Jung venait de découvrir l'analyse des rêves de Freud, ils avaient commencé à travailler ensemble, et Freud demandait à Jung qu'est-ce que vous pensez du transfert, cher collègue? Et Jung lui répond c'est l'alpha et l'oméga de la méthode analytique. Alors lui répond Freud, vous avez compris l'essentiel. Sur ce plan-là, Jung, qui est décédé en 1961, n'a pas varié d'un iota. Alors, dans la réalité, est-ce qu'on rencontre des transferts types? Ça aurait quand même été simple et la conférence aurait tenu en 3 slides. Alors, en fait, non. Et c'est pour ça que j'ai eu cette réponse quand même argumentée par un psychanalyste, même non jungien. En fait, étant donné que c'est assez simple, chaque personne est différente. Chaque analyste est différent. Chaque patient est différent. Chaque situation est différente, chaque moment est différent, chaque transfert est différent. Donc on est bien obligé d'imaginer des théories pour étayer et pour comprendre ce qui se passe dans la situation de la relation, mais quand les psychanalystes parlent du transfert, ils en parlent différemment. Je vous lis un extrait de Saverio Tomasella. Chaque psychanalyste est différent des autres, mais plus encore, chaque psychanalyste est unique, et même chaque séance singulière. Tiens, ça nous parle aussi un peu du coaching. Fondée sur une relation d'être humain, la pratique de la psychanalyse ne peut par conséquent pas être réduite à un protocole établi d'avance. Tout y est découverte et surprise. On réentend ce que disait Lacan. Il n'est donc pas étonnant que chaque psychanalyste parle du transfert de manière très subjective, plus encore avec des termes très différents d'une période à l'autre ou d'un patient à l'autre. Donc vous voyez, avec la notion de transfert, on est dans la relation, dans l'expérience, et ça bouge de partout. Alors maintenant, un petit peu d'histoire des définitions du transfert, ça ira assez vite. Freud, je vous rappelle que Freud était plus âgé de 19 ans, presque 20 ans, que Jung. Freud, dans Psychanalyse et médecine, alors imaginez cet homme qui est un des fondateurs de la psychanalyse, de ce qu'il a pu vivre quand il a réussi à écrire cela. Alors, à un moment, surgit une complication inattendue. Le sentiment que le malade se met à porter au psychanalyste est d'une nature toute particulière. Ce sentiment est en effet, pour parler clair, de nature amoureuse. Voilà qui est curieux, n'est-ce pas? On imagine un peu, je vois presque la tête de Sigmund Freud. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le malade répète, sous la forme de cet amour pour l'analyste, des événements psychiques qu'il a déjà vécus une fois dans sa vie antérieure. Il a transféré sur l'analyste des attitudes psychiques qui étaient déjà prêtes en lui et sont en rapport intime avec sa névrose. Ce qu'il nous montre est aussi le noyau de son histoire intime. Il le reproduit de façon palpable, présente, au lieu de s'en souvenir. Il le vit vraiment, c'est de l'expérience de vie. Alors je rappelle que Freud travaillait avec des personnes qui avaient des névroses, et que, alors ce qu'on appelait névrose à l'époque, le vocabulaire psychiatrique a évolué depuis, et que Jung travaillait avec des patients psychotiques. Donc on n'est pas dans la même nature de problème, et on n'est pas dans la même nature de mouvement, et l'énergie ne fonctionne pas de la même manière. Une névrose, on pourrait dire, c'est un peu plus simple qu'une psychose, c'est dramatique. La personne, la plupart du temps, ne sait pas elle-même où elle est. Alors, on verra les définitions de Jung ensuite. Alors, je cite Ferenczi, Sándor Ferenczi. Il est de l'âge de Freud, donc il est né en 1873, alors que Freud est né en 1875. Il a très bien connu à la fois Freud et Jung, et ils ont fait tous les trois un grand voyage
entre l'Europe et les États-Unis quand ces trois psychanalystes sont allés donner des conférences et rencontrer des Américains qui se demandaient ce qui se passait à l'époque en Europe. Alors, ce qui est intéressant, alors ils ont analysé mutuellement leurs rêves sur le bateau et à New York, etc. Bon, donc évidemment là, ça s'est encore plus emmêlé. Bon, mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la notion de transfert, c'est que Ferenczi affirme très tôt que le transfert ne concerne pas que la situation analytique. Ça ne concerne pas que l'espace analytique, ça concerne toutes les relations. Alors, c'est dans un article, Transfert et introjection, qui est paru en 1909, donc vous voyez, c'est très tôt, et qui est dans la petite bibliothèque Payot, qui se lit très facilement. Alors maintenant, je passe sur Mélanie Klein. Maintenant, par exemple, Lacan, donc c'est encore une autre école de psychanalyse, hein, puisqu'il n'est pas jungien. C'est 1901, donc c'est une autre génération, un Français, 1901, il est décédé en 1981. Et vous voyez, j'ai repris simplement une phrase, le transfert est une croyance sur un inconscient supposé du patient. Dans ce petit livre, donc je ne fais pas la pub, mais je veux dire, lire Lacan, c'est quand même pas évident. En fait, Lacan explique ce qui se passe dans une analyse lacanienne, c'est que le patient vient, mais il ne sait pas qu'il a un inconscient. Mais s'il vient voir son psychanalyste, c'est parce que son psychanalyste pense qu'il a un inconscient. Et donc le métier du psychanalyste, la pratique du psychanalyste va être de pointer un certain nombre de choses. Et le patient qui n'est pas encore conscient, qui ne voit pas que ça lui appartient, c'est toute la question du transfert, il ne voit pas que ça lui appartient, peut avoir des phrases du genre « attendez, c'est vous qui le dites ». Et puis progressivement, au fil de la cure, le patient se rend compte que ce qui est dit et ce qui est touché lui appartient, il n'en était pas conscient, il va pouvoir le réintégrer dans son conscient, et c'est ça l'inconscient qui progressivement devient progressivement conscient. Donc voilà pour quelques points, je dirais, un peu légers, hein, sur le transfert chez d'autres. Alors maintenant, Jung, il parle du transfert dans quasiment toute son œuvre. Ses premiers écrits, c'est sa thèse de médecine, je ne sais plus, je crois que c'est 1900, 1901, 1905, et son dernier ouvrage, c'est Ma vie, où dans le chapitre Genèse de l'œuvre, il parle largement du transfert, il parle de toute son œuvre et comment elle s'est structurée et comment il a réussi à la construire à partir de son expérience de médecin. Alors pour les définitions du transfert selon Jung, j'ai pris un texte, donc j'ai pris des textes à chaque fois qui sont à des périodes différentes de la vie et donc de l'expérience de Jung. J'ai pris des références dans les conférences Tavistock qui sont faciles à lire. Je vous recommande notamment sur le transfert la 5e, puisque c'était des conférences qu'il donnait à la clinique Tavistock, qui était une clinique psychiatrique à Londres. Et donc, on entend les questions, on entend les réponses, et c'est sur un style oral et pas un style écrit à la germanique qui brasse beaucoup. Alors, le transfert, le mot transfert, donc on va lire ensemble quelques citations de Jung. J'espère que ce ne sera pas trop pénible pour vous. Le mot transfert, originellement inventé par Freud, est devenu un terme courant qui a même conquis un très large public. On peut dire qu'on en fait partie du public. Et il désigne généralement un état de dépendance complexe, une sorte de relation adhésive. Il y a quelque chose de l'ordre du scotch. Le mot transfert est la traduction du mot allemand Übertragung, qui veut dire porter au-delà. Le processus psychologique de transfert est un aspect particulier d'un processus plus général qui est celui de la projection. Alors, projection, introjection,
introjection, c'est l'origine, c'était Ferenczi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand je projette, il y a quelque chose qui m'appartient, je ne sais pas que ça m'appartient, donc inconsciemment, je le pose à l'extérieur. Donc je vais parler à la personne, de la personne, alors que c'est des parties de moi que j'exprime. L'introjection, ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire je prends des choses que j'entends de mon environnement ou qu'on m'a dites, et je les intègre comme faisant partie de moi, sans finalement avoir, dans les deux cas, bien essayé de me situer, quoi. Voilà, les frontières sont poreuses, ou je ne sais pas très bien où sont les frontières, voilà, c'est ces sujets-là. Le mécanisme de projection n'est jamais un acte volontaire, donc comme dans le transfert, il y a de la projection, il faut savoir que le patient ne le fait pas exprès et n'en est même pas conscient. Donc toute une partie du travail du psychanalyste va être de faire accéder à la conscience par le patient du fait que ce qu'il dit, ce sont des éléments qui appartiennent au patient et non pas à l'analyste, ou pas à la mère, au voisin, au chef, voilà, au chien. Le médecin, donc là on se met dans le cas, cette fois-ci de l'accompagnateur, le médecin, puisque Jung était médecin, fait une grosse erreur en pensant qu'il lui est possible de s'en tenir à distance du transfert. La seule chose qu'il puisse faire est de prendre conscience qu'il en est affecté, parce qu'il est dans l'expérience. C'est pour ça qu'on coach, enfin, on peut ne pas analyser son coaching selon qu'on pense qu'il y a du transfert ou pas. Il est de même de son devoir du médecin d'accepter les émotions de son patient et de lui renvoyer en miroir. Alors ça, c'est assez nouveau, hein, puisque à l'époque, et il y a toute une école psychanalytique où on ne se met pas face à face. Alors vous savez que Jung se mettait en face de ses patients et leur manifestait ses émotions, quasiment depuis l'origine. Hein, voilà. Donc il ne les faisait pas s'allonger sur un divan, enfin très peu. Ah. Alors oui. Deuxième point, alors c'est la raison pour laquelle Jung dit « j'avais exigé il y a longtemps déjà », et ça c'est tout à fait étayé dans d'autres ouvrages, que les analystes soient eux-mêmes analysés. Ils ont besoin d'un père ou d'une mère confesseur. Alors au départ de la création et de la découverte de l'analyse, évidemment c'était des professionnels, je vous dis, ils s'analysaient mutuellement, on analysait sa femme, sa fille, voilà, on se parlait de nos histoires, si j'ose dire, et il n'y avait pas de forme d'étanchéité, ce qui n'est plus la pratique actuelle. Dans nos métiers de l'accompagnement, vous savez qu'on a supervision ou travail personnel, hein, justement pour ne pas tout mélanger. Et donc Jung avait demandé aux analystes qu'il formait d'être déjà analysés. Alors, si l'analyste ne reste pas en contact de manière objective avec son propre inconscient d'analyste, il n'y a absolument aucune garantie que le patient ne s'y engouffre pas. On verra tout à l'heure. Là, c'est intéressant dans la notion de transfert chez Jung. Un transfert est toujours un obstacle, ce n'est jamais un avantage. On guérit malgré le transfert, pas grâce à lui. Donc, dans sa relation thérapeutique, puisqu'il était thérapeute, il n'utilise pas que le transfert et il a d'autres techniques dont ce n'est pas l'objet aujourd'hui de parler. Donc on voit que finalement il y a toute une histoire de la psychanalyse qui se fait et dans laquelle Jung a une place particulière. L'exemple de transfert d'une patiente de Jung, maintenant on passe à la phase clinique. Tout à l'heure on était à la phase plutôt un peu théorique. Maintenant on est à la phase clinique. Comment est-ce que le psychanalyste jungien, comment Jung parle des transferts qu'il a vécus et comment il parle de ce qu'il fait de la relation transférentielle qui s'installe entre sa patiente et lui. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille, alors c'est raconté dans une vidéo que vous connaissez sans doute sur
YouTube qui est, alors il faut que je la retrouve, qui sont ses entretiens avec Evans, entretien de 1961, donc on a un Jung très âgé, c'est l'année de son décès, donc il a 94 ans. Et vous le trouvez également dans un ouvrage qui est chez Payot, qui s'appelle « Les conversations avec Evans ». Alors, je n'ai pas pu faire de sélection parce que l'entretien dure 40 minutes. Alors, la patiente de Jung, c'est une jeune femme très intelligente, étudiante en philosophie, et qui voit en Jung, elle vient, bon, elle a des problèmes à traiter avec lui, et elle voit en Jung une autorité parentale, quoi, son père, et évidemment, elle est incapable de faire autrement. Pourtant, elle sait qu'il n'est pas son père. Voilà. Donc, ça tourne un peu en rond, et Jung va commencer à analyser ses rêves. Et voilà ce qu'il voit dans ses rêves. Je vais vous lire un certain nombre de choses. Dans ses rêves, donc ça c'est la parole de Jung, elle était une petite enfant assise sur mes genoux et je la tenais dans mes bras. J'étais devenu un père très tendre pour sa petite fille. Ses rêves développaient de plus en plus cet aspect, c'est-à-dire que je devins une sorte de géant. Et elle, une toute petite chose très fragile, une toute petite fille dans les mains d'un être énorme. Donc il y a eu plusieurs rêves qu'il interprète au fur et à mesure. Et le rêve final de cette série fut le suivant. J'étais dehors dans la nature au milieu d'un champ de blé. C'est beau parce qu'il fait beau. On est dans un jardin. Un immense champ de blé, mûr pour la moisson. J'étais un géant et je la tenais dans mes bras comme une enfant. C'est le rêve que la patiente raconte évidemment à Jung. Le vent soufflait sur le champ de blé et il faisait comme des vagues. Et je me balançais au rythme de ces vagues pour l'endormir. Elle se sentait là comme dans les bras d'un dieu. Je pensais, maintenant le blé est mûr et je dois le lui dire. Donc là on le voit qui intervient. Aussi lui déclarai-je, voilà, ce que vous désirez inconsciemment et ce que vous projetez sur moi. Vous sentez inconsciemment l'influence d'une divinité qui n'a pas émergé au niveau du conscient, alors vous la voyez en moi. Là, quand il fait ça, Jung interprète. Il interprète un phénomène projectif. Et qu'est-ce qui se passe? Rien que par ça, cela fit un déclic chez elle, car elle avait une profonde éducation religieuse qui la rendait capable de comprendre. Naturellement, toutes les idées bizarres disparurent. Elle perçut à nouveau le monde et les personnes de façon réaliste, dans une compréhension consciente et immédiate. Elle n'avait pas l'idée du Dieu chrétien ou du Yahvé de l'Ancien Testament, mais d'un Dieu païen. C'est pour ça que les Jungiens, en général, sont très férus de mythologie ou d'alchimie, parce qu'il faut pouvoir aller interpréter les images, savoir d'où elles viennent. Donc d'un Dieu païen, c'était un Dieu de la nature, de la végétation, c'était le blé lui-même, c'était l'esprit du blé, l'esprit du vent, et elle était dans les bras de ce pneuma. Telle est l'expérience existentielle d'un archétype. Donc on voit, il nous dit ce qui s'est passé dans une relation transférentielle. Voilà une situation clinique. Alors, à une autre étape de sa vie, 1958, donc j'ai pris volontairement des étapes différentes. Il y a un livre qui s'appelle « Les entretiens », les entretiens de Zurich. Jung donnait des entretiens, faisait des conférences sur la psychanalyse et la méthode. Voilà les messages qu'il donne et les conseils qu'il donne à un analyste. Le transfert est quelque chose de vivant. Le psychanalyste doit se connaître car il va avoir à vivre et à analyser le transfert. Il va regarder ce qui s'est déplacé pour essayer de le placer ailleurs. Et le transfert, c'est moi qui ai fait un petit dessin avec ce que j'avais comme moyen. Le transfert concerne en effet les deux personnes, l'analysé et l'analyste. C'est-à-dire que l'analysé va envoyer quelque chose avec une projection, quand c'est le cas d'une projection. L'analyste va récupérer
il va analyser et en fonction de l'état du moi de son patient, il va travailler ce qui est possible de travailler, et on ne travaille pas de la même manière, évidemment, en fonction de l'état psychologique de son patient. Et je vous rappelle que Jung travaillait avec les psychotiques. Alors il n'en reste pas moins que Jung a donné des conseils pour travailler avec le transfert, toujours en 1958 dans les entretiens de Zurich, finalement il y a des choses qui peuvent nous intéresser aussi. Alors, soyez conscient de ce que vous sentez et de ce que vous pensez au fond de vous, parce que vous saurez ce qui vous appartient, vous pourrez donc savoir comment vous êtes ému, comment vous êtes agité, et qu'est-ce qui se passe entre vous et votre patient. Il y a attention à la situation du patient en plâtre. On dit toujours que, de la même manière que les jeunes coachs ont souvent des premiers coachés qui leur posent beaucoup de problèmes. Jung c'est comme un paysan suisse, hein. La vie est un problème de chaque jour et l'on n'en a jamais fini tant qu'on n'a pas tant qu'on n'en a pas irrémédiablement fini. Donc la vie, c'est un problème. Voilà. Vous voyez par là qu'il est tout à fait possible qu'un de ces problèmes se réveille, qu'il entre dans le jeu. Or, quand ça entre dans le jeu avec quelqu'un qui n'est pas équilibré et que vous avez à accompagner, à soigner, le jeu est quand même, et la danse est quand même beaucoup plus compliquée, peut-être dangereuse. En fait, ce problème va se révéler bel et bien. Il va y avoir un problème. Cela explique ce qui est, pourrait-on dire, une règle. Très fréquemment, des analystes reçoivent des patients, donc travaillent avec des patients, qui forment l'emplâtre particulier. On voit bien ce que c'est qu'un emplâtre, qu'il leur faut à eux, analystes. On le dit souvent aussi des coachs, hein, je l'ai entendu plusieurs fois. Ils ont exactement les cas qui les mettent face à eux-mêmes. Alors par rapport à ça, Jung dit, à ce moment-là, l'un et l'autre pataugent. Et il dit, là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est apprendre à patauger. Il doit en être ainsi vraiment, c'est le transfert. C'est ce qui sous-tend les rapports humains, et si vous abordez la situation de la bonne manière, c'est un outil extrêmement puissant de l'analyse. Mais si vous le prenez mal, le transfert, si vous vous embrouillez les pinceaux dans cet espace très complexe, alors là, l'analyse s'arrête et peut faire voler en éclats tout ce qui a été construit. Or, évidemment, l'analyste doit assurer un minimum de continuité de soins à son patient. Il y a, pour travailler dans le transfert, il y a le travail du paternoster. Alors, le travail du paternoster, Jung prend l'image de la mine, des mines anciennes, où il n'y avait pas d'ascenseur, où il n'y avait même pas de petit chemin, il y avait des échelles mobiles. Alors, je n'ai pas trouvé de photos sur les paternosters, parce que ça n'existe plus, mais je n'ai pas trouvé d'archives. En fait, c'était des échelles mobiles où l'équipe qui descendait, par l'échelle descendante, permettait à l'équipe qui montait de remonter. Donc il fallait une synchronisation des équipes. Et ça dit bien que la dépendance et cette adhésion à l'intérieur du transfert entre le patient et son médecin psychothérapeute. Et là, Jung dit, à ce moment-là, vous avez le sentiment un sentiment de puissance de la part du soignant. Et là, attention, parce qu'il faut rompre ça, parce que si vous pensez que vous êtes puissant, vous n'allez plus pouvoir faire fonctionner ces échelles mobiles et le travail va s'arrêter. Voilà. Donc attention, quand vous êtes saisi, on dirait par l'archétype du sauveur. Donc il a des passages très clairs dans les entretiens de Zurich de 1958 qui sont faciles à lire. Alors le travail dans le transfert, évidemment, le travail de l'analyste va être de permettre, dans toute la mesure du possible, à l'analysé de pouvoir faire
de pouvoir récupérer en lui consciemment ce qui lui appartient vraiment, d'en prendre progressivement conscience. La psychanalyse, c'est un chemin de conscience. Et donc, et je trouve que c'est très intéressant parce que Jung pose la question éthique de la psychanalyse et la question éthique à la fois du psychanalyste et de son patient. C'est-à-dire que quand il y a des choses que je préfère projeter à l'extérieur ou que j'ai l'habitude de projeter, et quand je les réintègre à l'intérieur de moi, ça va me poser des problèmes nouveaux, différents. Je peux avoir envie de fuir. Or, il va bien falloir que l'analyste, et ça c'est la posture jungienne, aide aussi son patient à assumer cette humanité un peu élargie, par une conscience élargie, qui peut être difficile à assumer. Alors sur les questions éthiques, là dans ces entretiens de Zurich, il parle des questions éthiques dans la relation individuelle entre l'analyste et son patient. Il est également très impliqué dans l'éthique au niveau mondial, au niveau des collectifs. Donc pour ceux qui font du coaching collectif, ça je trouve que c'est intéressant, et particulièrement dans la période contemporaine actuelle. Quand il a écrit Présent et Avenir, c'est à peu près à cette période-là, il considère que le développement, on dirait le développement personnel, la psychanalyse, la connaissance de soi, les différents chemins de connaissance de soi, participent au développement éthique de l'humanité. Donc ça c'est vraiment jungien. Voilà. Et ça joue donc à l'intérieur du transfert. Donc, quand on utilise le transfert, on a une responsabilité éthique aussi, pas que déontologique, pour Jung. Alors maintenant, on rentre dans l'alchimie. Alors il y a une dizaine de photos, mais je ne sais pas si on aura tout le temps de les voir, mais la psychologie du transfert. Jung analyse à la fin de sa vie, il a 70 ans, psychologie du transfert, voilà, c'est là. Donc il est en pleine maturité. Hein. Il écrit ce livre en 1946, il a 70 ans. Il y a deux parties dans ce livre, une introduction conceptuelle et analytique qui est assez aisée à lire, c'est conceptuel. Et puis ensuite une partie qui est assez pratique mais très alchimique, qui est le commentaire de 10 gravures d'un livre d'alchimie datant de 1550, le Rosaire des philosophes. Donc là, il faut le lire, moi je l'ai lu 3 fois, et au fur et à mesure, je vais pas pouvoir, enfin si je peux dire des choses, mais c'est assez compliqué. Mais en fait, la question, et Claire-Marie m'avait dit, mais enfin pourquoi l'alchimie? Alors voilà, donc j'ai cherché aussi pourquoi l'alchimie. Alors pourquoi Jung évoque-t-il l'alchimie à propos du transfert? Dans la psychologie du transfert, page 57, il a découvert, donc quand il avait une cinquantaine d'années, ce que le médecin observe et vit avec le patient lors de la confrontation avec l'inconscient, rejoint de façon étonnante la signification contenue dans ces images alchimiques. Donc c'est de l'ordre de la rencontre. Et qu'est-ce que ça va lui permettre? Alors l'alchimie, là c'est toujours je suis uniquement dans les citations de Jung, je suis cette fois-ci dans ma vie. J'ai navigué dans les textes, ils sont tous cohérents. C'est ça qui est assez difficile dans l'œuvre de Jung. Elle est très évolutive et en même temps c'est très cohérent. Donc il faut garder le fil, ou le trouver. Jung dit « J'ai vu très rapidement que la psychologie analytique, c'est-à-dire sa méthode, se recoupait singulièrement avec l'alchimie. » Il a dû être quand même assez surpris. Les expériences, même s'il il connaissait très bien les sciences occultes, hein, il avait vécu en plein fin du 19e siècle, donc il était déjà quand même très préparé. Mais il n'avait jamais lu de traité alchimique. Les expériences des alchimistes étaient mes expériences, et leur monde était en un certain sens mon monde de médecin. Pour moi, ce fut naturellement une découverte idéale, puisqu'ainsi j'avais trouvé le pendant historique de la psychologie de l'inconscient. Celle-ci reposait dorénavant sur une base historique. Alors, c'est très important parce que Jung a été
très longtemps isolé, hein, encore maintenant, hein, en France ça peut être sulfureux. Voilà. Or, là, il a retrouvé toute une tradition philosophique de recherche qui travaille avec des symboles, qui travaille avec des images, et qui est très ancienne, qui remonte à la gnose. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, c'est pour lui une découverte idéale. Et en étudiant les vieux textes, je me rendis compte que tout trouvait sa place. Alors, vous pouvez imaginer Jung qui a découvert l'alchimie non pas par les traités alchimiques européens médiévaux, ou du début de la Renaissance, mais plutôt par le mystère de la fleur d'or, donc par l'alchimie chinoise, grâce à son ami Richard Wilhelm. Et donc, il y a des choses qu'il a perçues, et donc il a fait faire, il a demandé au libraire de lui trouver des incunables, enfin, de lui trouver de la matière à regarder, parce que c'est un chercheur, Jung, c'est un médecin, il expérimente, et il cherchait à étayer son expérience par de la pensée, par du concept, par de l'expérience partagée. Donc on peut l'imaginer, voilà, ça rejoint aussi le livre rouge. Mais le livre rouge, c'était le sien. Alors que là, il y a des symboles qui ont un sens dans des traités alchimiques et il va pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Alors, les images originelles et l'essence des archétypes passèrent au centre de mes recherches et il devint évident pour moi qu'il ne saurait exister de psychologie, et encore moins de psychologie de l'inconscient, sans base historique. Donc ça, la psychologie des profondeurs, la psychologie analytique, vous savez qu'on remonte dans l'histoire de la religion, on remonte dans toute l'histoire de la mythologie. Tous les conférenciers psychanalystes nous font visiter une de ces parties-là à un moment ou à un autre. Alors Jung, c'était tellement important, cette psychologie du transfert et cette psychologie des profondeurs qui peut être étudiée à partir des symboles alchimiques, qu'il a écrit 3 livres sur l'alchimie, 1940, 1946, 1956. Je tiens à retrouver dans l'œuvre alchimique, donc il a beaucoup travaillé, les analogies aux problèmes spéciaux de la psychothérapie. Donc il voit dans les alchimistes des précurseurs pratiques du soin, et notamment de l'analyse du transfert. La question centrale, le problème principal de la psychothérapie médicale est le problème du transfert. Vous voyez, Mavis, il l'écrit en 1961, donc c'est un incontournable, on peut s'appuyer là-dessus. En cela, Freud et moi étions en parfait accord. Et je pus trouver dans cette correspondance des traités alchimiques, à l'intérieur de l'alchimie, une correspondance, c'est-à-dire une représentation de la conjonction, de l'unification. Alors vous savez que, je ne suis pas alchimiste, mais en gros, c'est comment transformer une pierre en quelque chose qui serait par exemple de l'or. Donc, on va prendre une pierre et on va la bouillir, on va la faire cuire dans des bains, etc. Et les bains et tous les précipités, on les passe dans des cornues, dans des alambics. On essaye de passer de une pierre avec des éléments externes, donc ça fait 2. On essaye de passer à quelque chose d'un qui soit par exemple un lingot d'or. Donc c'est ça la conjonction, l'unification, le passage du 2 au 1. La correspondance s'était déjà révélée dans mon livre Psychologie et alchimie. Mes recherches m'amenèrent à publier 2 ans plus tard La psychologie du transfert et finalement Le mystère de la conjonction. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le transfert? Il y a de l'énergie. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait du mouvement, ça bougeait beaucoup. Alors, eh bien, pour Jung, la psyché, c'est de l'énergie. C'est très en avance sur son temps. Hein, quand on peut travailler avec les neurosciences et mesurer des énergies électriques, c'est de l'énergie. Voilà. Simplement, bon, lui a eu ces intuitions-là, comme disait Sylvie, très, très tôt dans le XXe siècle.
En physique, donc ça il l'écrit en 1961, et il n'y avait pas les IRM, il n'y avait pas tout, tout le matériel qui permet de la mesure. En physique, on parle d'énergie et de ses manifestations sous forme d'électricité, de lumière, de chaleur, etc. C'est exactement la même chose en psychologie. Ici aussi, il s'agit en premier lieu d'énergie, c'est-à-dire, c'est quoi? Des valeurs d'intensité, en plus ou en moins, et les formes de son apparition peuvent être très diverses. L'inconscient se transforme ou suscite des métamorphoses. Ce n'est qu'en découvrant l'alchimie que je discernais clairement que l'inconscient est un processus. Ça aussi, c'est là on est vraiment dans l'univers jungien. Ce n'est pas l'univers de tous les psychanalystes. Les rapports du moi à l'égard de l'inconscient et de ses contenus déclenchent une évolution, voire une métamorphose véritable de la psyché. Ma psyché, consciente et inconsciente, va se mettre en mouvement et va se métamorphoser, et donc moi, personne, si je reste, si j'ose dire, à l'intérieur de ma vie et aux commandes de ma vie, si je ne suis pas dépassée par des éclatements, par des engloutissements, par toutes sortes de choses qui se passent dans les psychoses, et ils travaillent avec des psychotiques, eh bien je vais pouvoir avoir une métamorphose de ma psyché, et donc je vais pouvoir vivre progressivement autrement. C'est ce qui se passe aussi pour les névrosés qu'en général nous sommes. Dans les cas individuels, on peut suivre ce processus à travers les fantasmes et les rêves. Dans le monde collectif, ça c'est intéressant aussi quand on travaille sur des collectifs, ce processus s'est trouvé inscrit dans les différents systèmes religieux et dans les métamorphoses de leurs symboles. C'est pour ça qu'on fait de l'histoire, de la mythologie, de l'histoire des religions quand on est jungien. Et quand vous avez lu les types psychologiques, il y a les types psychologiques, le livre 10, voilà, et tout ce qu'il y a avant, c'est des symboles, des métamorphoses, simplement ça date de 1921, donc il n'avait pas l'outil alchimique pour le penser. C'est à travers l'étude des évolutions individuelles et collectives et à travers la compréhension de la symbolique alchimique que je parvins à la notion clé de toute ma psychologie, à savoir le processus d'individuation. Alors, avant de passer aux images, la force, toujours Jung, la force considérable, attention à la force considérable des contenus inconscients. Elle est toujours le signe d'une faiblesse corrélative du conscient et de ses fonctions. Vous savez que le conscient et l'inconscient, chez Jung, se compensent. Ce sont des polarités qui sont là pour se compenser. Donc quand il y a un inconscient qui est très très stimulé, qui bouge beaucoup, c'est que le conscient a du mal à le contenir. Donc je dirais que les archétypes, c'est très joli d'apprendre l'histoire, de les lire, et c'est très intéressant, ça remue beaucoup. Et donc, dans une relation de coaching, par exemple, qui est une relation dans un univers professionnel, attention, quand ça arrive, on peut se dire, et que ça arrive trop fort, on peut se dire, attention, là, le conscient est faible, donc on ne peut pas travailler de la même manière. Alors évidemment, si on pense qu'il n'y a pas d'inconscient, c'est autre chose. D'abord, on ne voit pas d'archétype. Voilà. Le travail sur la matière première, sur le contenu inconscient, réclame du médecin une patience infinie, de la persévérance. On pourrait dire que les alchimistes, ils étaient sans doute avec leur pipette, donc ça aussi, ça... Et d'ailleurs, le coach, à certains moments, c'est un travail très patient aussi. La vérité éternelle a besoin du langage humain. Alors la vérité éternelle, c'est-à-dire les formes d'archétypes, a besoin du langage humain qui change avec l'esprit du temps. C'est-à-dire dans l'histoire humaine, il y a des choses qui sont traçables, mais qui prennent des formes, qui racontent des histoires différentes. Les images primordiales sont susceptibles de métamorphoses infinies. Elles n'en demeurent pas moins toujours les mêmes, mais c'est seulement sous une forme neuve qu'elles peuvent être comprises à nouveau. Je vous invite à aller à l'exposition qui est actuellement disponible, enfin qui est actuellement en cours à Beaubourg, qui s'appelle Préhistoire,
où vous verrez, c'est une exposition d'art contemporain du XXe et du XXIe siècle, où dans chaque pièce, il y a des outils, des squelettes ou des œuvres préhistoriques. Et vous verrez que les formes, bien sûr, ont évolué. Ce qui était en os peut être en résine. Et toute l'exposition s'est faite à travers ce dialogue sur des formes communes qui ont voyagé, sous forme d'objets, ça se voit, qui ont voyagé de l'homme de Cro-Magnon ou de Néandertal à Picasso, Miro et des artistes qui vivent aujourd'hui que je ne connais pas parce que je suis en retard et je suis une dinosaure. Voilà. Mais on est d'une époque. Alors, la conjonction des opposés, c'est-à-dire réussir avec deux différents à faire un quelque chose, hein, c'est ça la pierre, et puis des ajouts, et je vais transformer ça en or, est une image a priori qui occupe depuis toujours une place de premier plan dans l'évolution de l'esprit humain. On l'a toujours retrouvé dans l'histoire et à travers des objets. Alors maintenant, quelques gravures du rosaire des philosophes, et puis j'aurai terminé. Psychologie du transfert, c'est une partie théorique, et puis ensuite une partie de commentaires de 10 gravures du rosaire des philosophes qui date de 1550 et que Jung a largement consulté. Alors, la problématique, je cite toujours Jung dans la psychologie du transfert, 1946, donc 400 ans après, après le rosaire, la problématique du transfert est tellement compliquée, tellement complexe que je manque des catégories nécessaires pour mener à bien un exposé systématique. Bon. Alors, quand j'ai lu ça, j'étais rassurée, je dis, et moi donc, même avec la pensée jungienne, j'ai quand même du mal. La série de gravures qui nous a servi de fil d'Ariane n'est qu'une parmi d'autres, c'est-à-dire qu'on pourrait établir beaucoup d'autres schémas qui seraient autant de façons différentes de présenter le processus de transfert. Mais aucun de ces schémas ne serait capable d'exprimer pleinement la multiplicité infinie des variantes individuelles qui toutes ont droit à l'existence. Donc on retrouve les notions que j'ai données en début de conférence, où les phénomènes de transfert sont tellement multiples entre deux personnes que ça ne se passe jamais de la même manière, ça n'a pas la même histoire, ça ne fait pas les mêmes boucles, ça ne suit pas le même chemin. Et donc, Jung nous présente la psychologie du transfert à partir de 10 représentations où il va poser du concept, il va poser du thinking. Alors que vous savez que pour Jung, dans l'inconscient, il n'y a ni espace ni temps. Donc, évidemment, il n'y a pas un avant, un après, il n'y a pas un au-dessus, un en dessous. Simplement, c'est des modalités de représentation et de compréhension rationnelles à travers des images symboliques. Pour certains, c'est fumeux, mais dit comme ça, moi je peux comprendre. Et je pense que quand on travaille sur les types psychologiques, on a quelques repères pour comprendre que sur des sensations et des intuitions extrêmement compliquées, quand on pose de la pensée, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas, et tout ça, ça bouge. L'établissement d'un ordre conforme à notre logique, on pourrait dire dans les images, une simple possibilité même d'un ordre quelconque, ne semble guère pour le moment à notre portée. Pour le moment. Donc, il sait que l'histoire de la connaissance et des sciences évolue. Vous savez qu'il a beaucoup travaillé avec Wolfgang Pauli, qui était prix Nobel de physique,
et qu'il connaissait les bases de la physique quantique. Donc il avait des modèles de représentation et surtout de questionnement à l'époque qui étaient très évolutifs. C'est pour ça qu'il a pu dire que la psyché était énergie, au sens de l'électricité. Nous nous mouvons ici en effet dans le domaine de l'incomparable, de l'individuel, de l'unique. Et je pourrais ajouter et du trait collectif, puisqu'on est sur de l'archétype. Alors, 10 gravures, on va en regarder quelques-unes. C'est la première, c'est la fontaine mercurielle. Alors, vous voyez, bon, c'est vraiment des... Vous les trouvez dans le livre, évidemment, La psychologie du transfert, mais on les trouve également sur les sites internet. Alors là, qu'est-ce qu'on voit alors, il y a toutes sortes de symboliques, de numérologie, etc. Je vais faire le plus simple possible. La fontaine mercurielle, c'est le lieu de la transformation entre, disons, l'analyste et son patient. Le circuit est fermé. Vous voyez, la frontière, elle est fermée. Vous voyez tout autour, le dessin est fermé. Il y a un centre, un rond au milieu, qui est fermé dans un carré. Le circuit du liquide est fermé. Et le liquide, une partie du liquide, là, c'est la fontaine mercurielle, c'est du mercure. Ça représente le très volatile, l'inconscient. C'est l'image symbolique de l'inconscient. Il y a 2 personnes dans la fontaine, on va les voir hein, progressivement, le patient et l'analyste, le médecin. Alors, ces 2 personnes, alors, c'est le roi et la reine, mais le roi et la reine sont des archétypes du masculin et du féminin. Ils se rencontrent par la main gauche. Il faut le voir de très près. La main gauche, c'est la main malhabile, c'est la main de l'inconscient. Le conscient, il a l'impression de tout savoir, il a l'impression d'être habile. L'inconscient, il est moins habile. Quand je suis bousculée par mon inconscient, je ne sais plus très bien où j'habite, je ne sais plus très bien où je suis. Donc, le masculin et le féminin vont se rencontrer par l'inconscient. Donc, c'est à la fois les 2 personnes en présence et leurs parties masculines et féminines entre elles. Qu'est-ce qui va se passer? Les choses s'entremêlent. Comme dans la réalité, ces choses-là sont très entremêlées. Chacun a du masculin, du féminin. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? À quel moment? Quand je rencontre quelqu'un d'autre? Comment est-ce que toute cette énergie, ça va faire quoi comme polarité? Ça va bouger à l'intérieur de moi. Et ça va faire bouger l'autre. Donc, c'est toujours assez entremêlé. Cela se fait, donc, ce qui est important, c'est qu'il y a 2 personnes en même temps. C'est-à-dire que le transfert et le processus d'individuation et l'accès à une conscience plus large de ce dialogue entre le conscient et l'inconscient, ça va se faire entre 2 personnes. Ça ne peut pas se faire tout seul avec son livre. Voilà. Hein. Même en lisant beaucoup Jung, je ne vais pas m'individuer. Voilà. Donc comment je vais rencontrer l'autre, et comment je vais rencontrer quel autre, et comment est-ce que ça va me faire bouger à l'intérieur de moi. Le transfert, je vous rappelle, c'est un phénomène naturel en soi qui ne se produit pas que dans le cabinet médical. Alors, ce qui est un peu compliqué dans cette partie du livre de Jung, c'est qu'il fait de la description des images, de la description des symboles, et en même temps, il refait du commentaire théorique. Mais c'est là qu'il le dit. Hein. Le traitement médical est l'occasion, par la relation de transfert, de travailler sur les projections, de les retirer pour les réintégrer dans la personnalité du patient. Voilà. On en a un peu parlé tout à l'heure. Donc progressivement, la personnalité du patient, elle va s'individuer. Elle va changer progressivement, parce que le rapport entre son conscient et son inconscient vont bouger un peu. Et elle va changer dans la relation aux autres, par la relation aux autres. Donc il y a un processus intérieur qui se fait, et il y a un processus subjectif d'intégration, c'est-à-dire ça se fait entre 2 intersubjectivités. Il y a des psychanalystes intersubjectivistes. Alors je vais glisser sur ce
schéma. Alors, la vérité nue. Là, on est, les masques tombent. Vous voyez, les deux personnes sont maintenant nues. Alors, on va quand même aller jusqu'au bout, parce qu'il y a des images qui sont intéressantes. Les masques tombent, ça y est, la persona, on travaille ensemble, donc on ne peut plus se raconter n'importe quoi dans une analyse qui dure. Et dans un coaching, au bout d'un certain temps, on ne peut pas se raconter n'importe quoi quand même. Les masques tombent, c'est la persona qui commence à bouger, on voit des choses en dessous. Et il va falloir que les deux personnes fassent avec l'ombre et donc se confrontent plus directement avec la réalité, avec leur réalité. Immersion dans le bain. Là, vous voyez, les deux personnes, elles sont rentrées dans la fontaine. Elles se baignent, donc elles se baignent dans l'inconscient. C'est l'étape de la régression. On avait eu, je crois, une conférence sur la régression par Reine Marielle. On régresse, puis la conjonction et la fermentation. Ah, tout à l'heure, on avait deux personnes, et là, comme il dit lui-même, ah, là, on a l'impression que c'est très érotique. Donc, il se passe des choses, les deux personnes se collent. Vous vous souvenez, il y a comme une adhésion. Hein, il y a un contact très adhésif. C'est la représentation par la relation érotique. Donc, on voit bien que c'est une interprétation symbolique, mais on comprend ce qui se passe. Ce n'est pas l'état initial, parce qu'il y avait deux personnes au départ, ce n'est pas l'état naturel, et on ne va pas rester comme ça longtemps. C'est la confusion. À certains moments, on ne sait plus qui est qui. Je sens quelque chose de l'autre, l'autre me dit quelque chose, j'y pense avant, j'y pense après, je rêve de l'autre, etc. C'est assez confus. Si on a le temps, je lirai d'autres passages. Alors, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que Jung dit, et souvent, 9 mois après, il se passe quelque chose de nouveau. Alors évidemment, quand on fait l'amour, il peut se passer quelque chose de nouveau, 9 mois après, un bébé peut naître, mais dans une relation psychanalytique aussi, il l'a constaté et il en prend cette image-là. Oui, le temps fait son œuvre. Il y a une fécondation des représentations et des énergies pour quelque chose de nouveau. Alors là, Jung dit, attention, prudence, on est dans l'archaïsme, c'est vraiment compliqué. Ça va faire monter. Et là, arrive la mort, à gauche. Donc vous voyez qu'ils sont encore fusionnés. C'est une forme hermaphrodite, il y a à la fois du féminin et du masculin, donc quelque part c'est aussi la représentation de la personne, le patient. Ne sait plus très bien où est la femme, ne sait plus très bien où est son féminin, parce qu'elle commence à prendre conscience du fait qu'à l'intérieur d'elle, elle a un animus, c'est-à-dire elle a une représentation du masculin qu'elle porte, à l'inverse pour l'homme, avec sa représentation de l'anima, qui est le féminin tel qu'il se représente en lui-même. Donc, on ne sait plus très bien où on en est. Et il y a comme une forme d'immobilité, en tout cas un très fort ralentissement. Ça peut être la régression, ça peut être des états dépressifs. Et Jung dit, aucune vie nouvelle ne peut naître sans que l'ancienne vie ne soit morte. C'est le principe de la métamorphose, hein, c'est les grandes images symboliques de la métamorphose. En fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la rencontre du masculin et du féminin au niveau inconscient. C'est pour ça que c'est mélangé. Ça fait un sombre état de désorientation. La conscience du moi qu'on avait de soi n'existe plus parce qu'on est différent. Et la conscience d'un moi nouveau n'existe pas encore non plus. Je vais prendre un exemple, le passage à la retraite. J'ai lu un livre d'Anastasia Blanchet, je crois, qui compare la retraite à une odyssée. Donc c'est une image symbolique et elle donne toutes sortes de conseils en disant
attention, la personne change d'identité, change de mode de vie, change d'habitude corporelle, tout change. Donc attention, il faut retraiter. Il y a toutes sortes de choses qui sont à retraiter à nouveau. Voilà. Si je parle de ça, c'est parce que j'ai lu son livre, parce que je me sentais concernée. Et aussi, on voit, vous connaissez sans doute, des collègues qui disparaissent et meurent, ou ont de très graves accidents, assez rapidement à partir de leur retraite. Des choses qui ne se sont pas retraitées. Donc, des changements très profonds de vie amènent peuvent amener une réorientation assez complète sur, mais finalement, j'avais une persona, il y avait des choses que je ne voyais pas très bien, mon ombre, et puis j'avais mon féminin qui était comme ça, j'avais du masculin qui était comme ça, et tout ça est en train de bouger, de bousculer, parce que mon système relationnel bouge. Ensuite, eh bien, l'ascension de l'âme. Alors, l'âme, animus anima, l'âme, c'est une fonction d'animation et c'est une fonction de relation. La purification. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez des gouttes, c'est l'albédo. Il y a une nouvelle manière de voir qui apparaît tout d'un coup. On ne sait pas exactement d'où ça vient. Tiens, il y a des frémissements, l'équilibre se fait autrement et on a l'impression que ça vient de l'extérieur. En fait, c'est à l'intérieur de la psyché. Mais vous voyez, ça n'a pas encore atteint la conscience, on a l'impression que ça vient de l'extérieur. Tiens, j'ai rencontré ça, tiens, j'ai eu une idée, tiens, j'ai... Mais enfin, ça vient comment? Ça ne vient pas par les chemins habituels. Ensuite, le retour de l'âme, qui va permettre une nouvelle naissance. Et là, cette fois-ci, la nouvelle naissance, c'est une personne entière qui est double, qui sait se situer. Donc, c'est une personne une, alors que tout à l'heure, à l'image une, on était avec deux personnes dans la fontaine. Là, la personne est sortie de la fontaine, elle est une, et elle n'est pas siamoise. Alors que dans les photos, les images, vous voyez, les gravures, par exemple, à gauche ou à droite, il y a 4 jambes. Vous voyez, il y a 4 bras. C'est siamois. Alors que, c'est-à-dire, il y a la pierre et ce qu'on veut ajouter, comme en alchimie. Alors que là, il y a une seule personne. Simplement, elle est plus complète et elle sait mieux situer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle jusqu'à la prochaine évolution. Alors, je dirais quelques mots pour ceux qui sont, parce qu'on parle aussi transfert contre transfert, je n'ai pas traité cette partie-là. Jung parle de ces contre-transferts, mais là je pense qu'il faut arrêter. Pour ceux qui sont intéressés, Harold Searle, c'est un psychanalyste américain qui vient de décéder, donc c'est encore une génération après. Vous vous souvenez, Jung né en 75, Lacan né en 1901, Searle né en 1918. C'est un peu des choux et des carottes, enfin, ce qui n'est pas une insulte, ce qui n'est peut-être pas très juste de dire ça comme ça, mais c'est des écoles différentes. Et il y a quand même un grand mouvement psychanalytique. Alors, ce qui m'a intéressée, c'est que, comme Jung, il a travaillé avec des personnes atteintes de psychose, en l'occurrence des schizophrénies, et ça a été la grande spécialité des traitements de Jung au Burkelsli quand il était médecin à l'hôpital psychiatrique de Genève. Tous deux ont exercé à l'hôpital de Genève ou de Zurich, je ne sais plus. Searle, lui, est particulièrement connu parce qu'il a mis en évidence ce qu'il a appelé la relation symbiotique ambivalente. Et lire quelques pages, ça permet de comprendre d'où viennent toutes ces théories du transfert, d'où vient cette expérience auquel nous ne sommes pas, ce n'est pas notre métier, on n'est pas dans cette catégorie-là, on n'est pas dans cette fontaine-là, mercurielle.
mais il indique que quand il traite Searles comme Jung, quand il traite des très grands schizophrènes, la personne n'a aucune conscience de ce qu'elle est, de où est son conscient, son inconscient, de quasiment de rien. Et donc le médecin, le thérapeute qui est avec cette personne risque de devenir fou. Voilà. Donc le métier va consister à, par du travail personnel pour savoir où sont ses propres ancrages, puis par des méthodes, enfin c'est toute une formation évidemment, va passer par des états intérieurs visiblement extra-érodivement difficiles, douloureux, confus, que Jung a décrit et que Searles a décrit lui aussi à partir d'une autre approche. Donc je trouve que c'est intéressant de voir qu'il parle quelque part de la même chose, mais que tout psychanalyste voit les choses un petit peu différemment parce qu'il est différent et que son patient est différent. Et c'est un ouvrage qui est disponible chez Folio et qui s'appelle Le contre-transfert, et c'est une série d'articles. Voilà. Quelques sources bibliographiques, en tout cas c'est celles que j'ai utilisées. Ce qui est intéressant quand on lit Jung, c'est qu'en général c'est très riche, c'est très documenté, c'est très illustré, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de cas cliniques. C'est une pensée et il a construit sa méthodologie, la psychologie analytique pendant 60 ans, il a écrit pendant plus de 60 ans. Et à partir de ses expériences, donc là j'ai utilisé la psychologie du transfert, j'ai utilisé les conférences Tavistock, c'est pour ça que je vous ai sourcé, hein. J'ai utilisé les entretiens de 57, 58, 59, ma vie, et les entretiens avec Evans qui se retrouvent sur YouTube. Je vous recommande un petit livre, Transfert et introjection, de Sándor Ferenczi, donc 1909, hein. C'est l'inventeur du concept d'introjection et qui dit que le transfert, il y en a dans toute relation humaine. Jacques Lacan, il y a une interview intéressante et compréhensible sur le transfert dans l'expérience analytique. Il y a aussi un interview, j'en ai pas parlé, de François Roustan, par Sheila Lerner sur YouTube. Alors là, il a un point de vue méthodologique tout autre, donc je trouve que c'est vraiment intéressant de frotter et de savoir finalement ce qu'on peut rapprocher, ce qu'on ne peut pas rapprocher. Harold Searles et puis Saverio Tomasella qui cite beaucoup les psychanalystes en faisant en quelque sorte des petits résumés qui je trouve est une bonne introduction. Voilà. Alors j'ai terminé, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. J'ai pas l'impression de vous avoir trop perdu, je vois quand même des têtes qui bougent, enfin voilà.